On est parti les amis pour un 354e épisode du Coup Tordu. On parle vélo, on parle cyclisme. Le Coup Tordu, vous connaissez. Le Coup Tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Je dis vous connaissez, mais il y a aussi des nouveaux qui nous rejoignent et on accueille absolument tout le monde dans le Coup Tordu. Donc épisode très très court, je vous retrouve pour une double preview. La 3e étape du Renault Tour, la 2e étape du Tour d'Allemagne. Ça va être assez court dans le prochain épisode. C'est une sorte de hors-d'œuvre, voilà, une sorte d'apéritif avant de retrouver les grandes previews de la Vuelta 2025. Donc d'ici quelques minutes, ça se trouve vous les avez déjà au moment où vous écoutez cet épisode. Dans les épisodes suivants, vous allez avoir, ou vous avez déjà, en fonction du moment où vous écoutez le podcast, vous avez une preview avec Latib et avec Enzo pour le parcours et le classement général de la Vuelta 2025. Une preview pour les électrons libres, ces fameux joueurs de fantasy qui jouent notamment sur ça, limite, c'est bien d'avoir des électrons libres, des mecs qui vont prendre des échappées, un épisode pour le classement des sprinters, un épisode pour le maillot des grimpeurs et enfin un épisode pour le team classification. Je rappelle, et je le redirai à chaque épisode, jouer avec excès comporte des risques. D'ailleurs, je fais un big up, il y a un camarade, je crois il s'appelle Malo, qui m'a envoyé un message sur Instagram cet après-midi. Ton podcast, j'aime bien, c'est super sympa, mais tu parles trop de paris sportifs et tu parles pas assez de vélo, parle plus de vélo et moins de paris sportifs. Écoute, j'essaye en tout cas d'articuler le truc entre les deux. En tout cas, on est avant d'être un podcast de paris, on est avant tout un podcast de vélo. Si demain il n'y a plus de vélo, il n'y aura plus de Coup Tordu. Et s'il n'y a plus de paris sportifs, il y aura toujours le Coup Tordu. En tout cas, on cherche à analyser, on cherche à comprendre ce qui va se passer. Jouer avec excès comporte des risques et je n'incite absolument personne à jouer. Si vous venez pour le vélo et si vous ne jouez pas, si vous ne mettez pas d'argent pour savoir qui sera le vainqueur de la course, je ne vous incite absolument pas à le faire. On revient sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vous avais donné la victoire de Jonathan Milan sur la première étape du Tour d'Allemagne. Alors, je me suis pas emballé parce que pendant plusieurs minutes, on a cru que Jonathan Milan avait gagné l'étape. Il avait été plus ou moins annoncé par le speaker. Et il y a une histoire qui m'est revenue en tête, c'est Benoît Cosnefroy sur l'Amstel 2021 où... on passait tranquillement une cote à 25. Alors à l'époque, le Coup Tordu n'existait pas sous forme de podcast. C'était simplement une page Facebook avec quelques dizaines d'abonnés. D'ailleurs, je fais un big up à ceux qui étaient déjà là. Je vous vois passer de temps en temps et qui étaient là encore avant même que le podcast existe. Donc voilà, on commence un peu à fanfaronner. La cote à 25 qui fait plaisir. Et vous connaissez la suite. 5 minutes après, le commissaire sort du bistrot. Il avait mis 5 minutes pour lire la photo finish. Et au final, victoire c'était Michal Katowski qui avait remporté cet Amstel. En même temps, l'abruti c'est moi, j'avais qu'à prendre une couverture en top 3. Ça m'apprendra et ça m'a servi de leçon. Aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment de couverture à avoir. On avait Joe Milan à 2,25. Ça se joue à quelques centimètres. Je me suis pas emballé. Quand j'ai vu la tête de Milan, une fois qu'il a franchi la ligne, il n'était pas du tout sûr de lui. Donc voilà, c'est le jeu. Des fois, ça passera de l'autre côté de la pièce. Là, c'est du mauvais côté de la pièce. Alors moi, je vous donne mon avis. Je sais qu'il y a des bookmakers qui ont payé Jonathan Milan avant d'avoir le résultat de la course, qui ensuite ont été récupérer l'argent. De mon point de vue, c'est mon point de vue à moi, je vais pas tirer sur les bookmakers pour ça. De mon point de vue, c'est normal. Voilà, c'est quand ils nous payent pas quelque chose qui était valable et qu'on demande à ce qu'ils nous le payent, on peut pas demander l'inverse. Donc vraiment, pour moi, ce qui fait foi, c'est le résultat de la course et uniquement le résultat de la course. Faut pas aller plus loin. Alors après, des fois, il y a les disqualifications qui arrivent. Alors les disqualifications, c'est toujours un peu particulier. Parce que des fois, la disqualification intervient très longtemps après. Donc des fois, un coureur disqualifié, il ne repaye pas. Certains books ne repayent pas le mec qui a été requalifié. Admettons, Milan aurait été disqualifié aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que c'est Milan Fretin qui a été... C'était sur le Renault Tour, on a Fretin qui est disqualifié et du coup on a Arvin De Klein qui vient chercher un top 3. Donc si vous aviez le top 3 d'Arvin De Klein par exemple, peut-être que dans un premier temps vous n'avez pas été payé. Des fois il y a des books qui lâchent pas l'affaire et qui ne payent pas, surtout quand la disqualification intervient très très tard. Donc là effectivement si c'est 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures après, c'est un peu dégueulasse pour le parieur qui a misé De Klein en top 4, qui l'a en top 3 de pas le payer. Et là ça devient un petit peu dommage pour le mec qui avait mis Fretin top 3 et qui visualisait déjà ses gains 1 heure, 2 heures après. Donc moi je suis pas très fan aussi de cette manière qu'ont les bookmakers de vouloir payer instantanément. Alors je comprends qu'il y a une partie d'adrénaline, vas-y on paye direct, comme ça les mecs ils sont chauds, ils sont contents, ils reparient direct. Il y a le book Takada qui met très longtemps à payer. Moi je trouve ça pas plus mal, au moins on attend les résultats, on attend 2-3 heures et il n'y a pas de débat, il n'y a pas de problème. Donc moi je serais plutôt d'avis à ce que les books fassent ça. Bon, ils le feront pas évidemment parce que leur but c'est de vous faire jouer et de vous rendre addict
le plus possible et de vous énerver, de vous exciter, vous envoyer un petit peu des trucs un peu comme à la fête foraine, des graphismes, des visuels qui pètent. Mais bon, voilà, ça c'est mon point de vue. On va aller très rapidement, donc je prendrai rien sur la deuxième étape du Tour d'Allemagne. Je pense que ça va plutôt se jouer, enfin la deuxième étape du Tour d'Allemagne, ouais. Première étape, on va faire un gros big up à Miguel Heidemann, qu'on a déjà reçu dans le podcast au mois de novembre l'année dernière, qui est parfaitement bilingue, qui parle très très bien français. Il nous avait expliqué que sa mère avait été prof de français. Il a couru une année notamment du côté de chez Jérôme Pinault à la BNB. Un garçon adorable, vraiment un gentil mec. Et je suis très content. Voilà, il a fait une belle échappée. Il va chercher le maillot des grimpeurs voilà, il est à l'équipe de la équipe continentale allemande qui s'appelle la Rambö. Il est vice-champion d'Allemagne du contre-la-montre. Et moi, je suis vraiment ultra méga content pour lui. C'est un gars qui mérite. J'espère qu'on le reverra encore devant sur la deuxième étape. Donc deuxième étape, c'est mal plat, on va dire, 2300 mètres de dénivelé positif. La météo, plutôt vent de face sur une grande partie de la journée. Et avant de bifurquer sur le final, on va dire dans les 8-10 derniers kilomètres, on va plutôt avoir un vent de face, voilà, sur une grande partie de l'étape, et vent de dos dans les tout derniers kilomètres. Alors sur le scénario de l'étape, donc cette deuxième étape du Tour d'Allemagne, rapidement sur le scénario de l'étape, c'est vrai que c'est assez mal plat dans le dernier tiers de la course. C'est pas non plus des talus de dingue. Je me demande si on peut pas avoir un petit peu le même scénario, si vous voulez, que sur la classique d'Hambourg, en excluant évidemment une victoire de l'échappée matinale, en excluant par exemple un move à la Rory Thorsen. Quand les coureurs se sont retrouvés en bas du dernier talus, il y a un groupe qui a failli partir. Il y avait pas mal d'UAE à l'intérieur, et ça s'est un petit peu regardé. Et puis bon, finalement c'est rentré. Arnaud Delis fait deuxième. Rory Thorsen a réussi à résister. Donc on a une série de 3 petits talus qui sont pas bien méchants, dont le dernier est situé à 8 km de l'arrivée. Donc sur cet enchaînement, il y a peut-être moyen un petit peu, si vous voulez, de durcir la course et de créer du mouvement, notamment du côté des UAE. Moi je pense qu'on va mettre un petit peu Wout van Aert en chien de garde. Donc en gros, si les UAE veulent partir, ils vont avoir Wout van Aert dans les basques et ils vont se faire tréfler au sprint. Et s'ils veulent pas partir, ça va revenir de l'arrière, et Mathieu Brynan va revenir de l'arrière. Donc je serais plutôt sur un Mathieu Brynan, le doublé de Mathieu Brynan pour cette étape. Maintenant, si en bas du talus, alors on prendra Van Do en bas du dernier talus, voilà. Maintenant, s'il y a un bon rouleur, genre à la Nils Pollitt, qui arrive à créer un petit trou, c'est pas non plus qu'un mec puisse réussir à la mettre au fond. Mais encore une fois, c'est vraiment des petits talus, le sprint bonus, ça pourrait se décoller après ça, mais enfin, c'est 550 mètres à 6% de moyenne. C'est pas dinguissime. Après, on redescend, on reprend une mini ascension de 2 km et demi à 2,5% de moyenne. C'est du faux plat montant. Alors après, c'est usant. La course va faire 190 km. Mais voilà, on reprend Van Do après ce dernier talus. Donc voilà, scénario indécis pour moi. Je ne toucherai pas à la deuxième étape du Tour d'Allemagne. On va aller du côté du Renault Tour. Vous voyez, Tim Merlier qui s'est fait complètement éclater par Olaf Koy, qui était finalement pas tombé si fort que ça sur la première étape. Donc on bascule sur la 3. On n'avait rien pris du tout sur cette deuxième étape. Donc la fameuse étape de Gärtnerbergen, qui est l'étape reine de ce Renault Tour. C'est une étape qu'on retrouve habituellement en étape finale. Voilà, généralement c'est la dernière étape du Renault Tour. Donc là on la met plutôt, si vous voulez, au milieu du parcours. Je pense donc de ce fait que ça sera un petit peu moins débridé que ce qu'on a vu l'année dernière. Les 2 dernières années, on a eu des victoires de Tim Wellens. Donc là, ça devrait quand même être un petit peu plus ramassé. Même si on a 182 bornes, au niveau de la météo, il n'y aura pas énormément de vent. Donc je pense pas que le vent ait une grosse influence sur le scénario de la course. Donc voilà, des ascensions, des côtes pavées, ça monte, ça descend. Je vais pas être très original. Je vais vous envoyer 2 bêtes. Il y en a un qui est un petit peu original et un qui est un peu moins original. Je vais pas être très original, mais pour moi, Mathieu Van Der Poel, je vais pas vous dire que c'est un penalty pour lui. Bien évidemment, il y a des incertitudes. Il reprend la compétition après le Tour de France où il est sorti sur pneumonie. Il est là également pour se préparer pour les championnats du monde de VTT. Il va switcher sur le VTT après ce Renault Tour. Il a vraiment coché cette étape. C'est ce qu'il a dit en interview ces derniers jours. Pour lui, cette étape, c'est un marqueur rouge. Il l'a véritablement souligné. C'est une étape qui correspond totalement à ses qualités. Et on sait aussi que MVDP, on l'a vu très souvent, même en phase de reprise, il n'a pas besoin d'avoir 40 courses pour se remettre dedans. On l'a déjà vu faire un 3e d'un Milan-San Remo après 2 semaines d'entraînement. Donc même en phase de reprise, il est capable de nous sortir des trucs complètement dingues. Après, il a Tibor
Ford et le Grosso, il a des mecs pour le placer, je suis pas trop inquiet. Évidemment, en face, il y a les Avengers, il y a les UAE qui arrivent avec une équipe qui est redoutable. Tim Wellens, ça allait plutôt bien, on a eu des bordures sur la deuxième étape. J'ai vu que Mathieu Van Der Poel était bien aussi dans les bordures. Les bordures, c'est un bon marqueur pour avoir un petit peu la forme d'un coureur. Les mecs qui sont à l'avant, c'est pas par hasard. Dans une bordure, on peut pas s'abriter, on peut pas tricher, donc on voit un petit peu qui est fort et qui ne l'est pas. Donc Tim Wellens, j'avais aussi des petits doutes sur sa forme vu qu'il est tombé malade après le Tour de France. Tim Wellens, ça va aussi très très bien. Donc le truc, c'est que ça va être l'organisation tactique des UAE. Alors après, est-ce que Wellens est plus en forme que Van Der Poel? Je suis pas non plus convaincu. Il est tombé malade après le Tour de France et Van Der Poel est tombé malade aussi après le Tour de France, mais Van Der Poel est sorti plus tôt du Tour de France. Donc il a eu plus de temps, si vous voulez, pour se préparer. Alors un petit mot d'Arnaud Delis également. Arnaud Delis, alors très en forme depuis le Tour de France, on revoit du bon Arnaud Delis, mais on voit du bon Arnaud Delis au sprint, voilà, sur les sprints plats, ce qui est pas de base, on va dire, son élément le plus naturel. Delis, c'est plutôt un sprinter puncher, voire puncher sprinter, il est un petit peu entre les deux, et là il fait des perfs sur des sprints tout plats. Moi je l'ai pas encore vu véritablement sur perf sur des talus comme on va avoir. Alors ça se trouve il va gagner cette étape de Geraardsbergen et je serai très content parce que j'adore Arnaud Delis, mais sur le circuit franco-belge où on a un parcours, et c'était il y a pas très longtemps, c'était il y a quelques jours, où on a dire, alors on n'est pas du tout sur le même parcours, mais dans l'idée on est sur des monts, sur des petits talus, ça monte et ça descend, des ascensions de 2 à 3 minutes. Donc sur le parcours, sur le circuit franco-belge, il a un petit peu séché si vous voulez. Donc moi je pars sur la victoire de Mathieu Van Der Poel. On est aux alentours des mises, on est aux alentours de 0,15% de bankroll de mon côté, c'est 15 € sur une bankroll à 10 000 €, 7,50 € sur une bankroll à 5 000 €. Je mets pas non plus, on va dire, la maison. De toute façon je mets jamais la maison sur l'histoire. Voilà, collectivement, est-ce que les UAE peuvent réussir à créer quelque chose pour le mettre en défaut? Je sais pas, moi j'ai quand même plutôt l'impression que ce genre d'étape ça joue à la pédale, et à la fin c'est le plus fort qui gagne, c'est ce qu'on voit généralement sur le Tour des Flandres. C'est compliqué sur ce genre de parcours où ça monte, ça descend, on est tout le temps en prise, de faire de gros pièges tactiques et de piéger un coureur. Faudrait qu'il y ait, si vous voulez, un petit peu ce qu'on voit sur le Nieuwsblad ou sur ce genre de course ou sur le E3, faudrait des périodes un petit peu de plat, un petit peu plus grandes entre les monts pavés. Là c'est quand même succession de bosses, ça monte, ça redescend, on est un petit peu, si vous voulez, un petit peu plus dans l'idée à travers la Flandre par exemple, et ça pour moi c'est des parcours où Mathieu Van Der Poel est redoutable. Donc on est aux alentours de 2,50 pour la cote, 0,15% de bankroll pour la victoire de MVDP. Je lui donne à peu près un petit 50% de chance de gagner, 47-48%. Donc pour moi il y a petite value sur la victoire de MVDP. Et le deuxième prono, ça sera un top 3 d'un coureur qui revient très très bien. D'ailleurs je fais un big up à Yann qui m'envoie pas mal de messages, Yann qui est en Bretagne, et je suis assez d'accord avec lui sur le retour d'un coureur qu'on aime bien, que j'aime bien dans le coup tordu. C'est Matej Mohoric. Il fait 3e de la dernière étape du Tour de France. Alors je remarque que les coureurs qui étaient, on va dire, un petit peu qui n'ont pas fait un début de saison terrible et qui ont bien terminé le Tour de France, on les trouve pas trop mal à l'heure qu'il est. Par exemple, regardez Dylan Teuns aujourd'hui. Sur le Tour du Limousin, c'était quand même pas mal. Et je pense que justement, tous ces coureurs qui ont eu un mauvais début de saison et qui ont eu un petit peu la frustration de courir après leur forme, souvent, ce type de coureurs, quand ils réussissent un petit peu à se retrouver sur la toute fin du Tour de France, ils ont tendance à pas vraiment beaucoup relâcher après le Tour pour essayer de surcompenser et faire une belle fin de saison. Donc, sur les qualités intrinsèques de Matej Mohoric, on est aussi sur un parcours qui lui correspond totalement. Il avait fait il avait gagné d'ailleurs, je crois, cette étape en 2021, si je dis pas de bêtises. Non, c'était Sonny Colbrelli qui l'avait gagné, et je crois que Matej avait gagné le classement général. Je vois une étape comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Dernière étape en 2021, victoire de Colbrelli, deuxième Matej Mohoric. Non, ça c'était le classement général, et l'étape avait été remportée par Matej, et Sonny Colbrelli avait terminé deuxième. Et je me rappelle avec Gilou, et un gros big up à Gilou, à l'époque on faisait les trucs sur Ladbrokes sur Twitch, et je me souviens que j'avais donné le top 3 de Tom Dumoulin sur cette étape. Donc Mohoric, alors j'ai pas encore les top 3, mais on l'a en victoire à 51. Alors, victoire, j'y crois pas trop, mais je pense qu'on va avoir au moins du top 3 à 8 ou à 10. Alors forcément, j'en parle dans le podcast, ça va un peu se casser la gueule. Mais si vous voulez, le top 3, je l'imagine value jusqu'à 5 à peu près. Donc on va mettre une petite croquette sur le top 3 de Matej Mohoric. On sera sur du 0-0 en fonction de la cote. Après, le problème, c'est que j'ai pas la cote, donc c'est compliqué, mais
Voilà, je vous confirmerai ça demain. Vous savez un petit peu comment je mise, mais ça sera entre 0,04 et 0,06% de bankroll. Voilà, pour le top 3 de Matej Moric. Alors après, il y a d'autres coureurs qui ont l'air en forme. Valentin Madouas a l'air très très bien. On l'a vu aussi à l'avant sur cette étape. Jasper Stuyven également a l'air en forme. Alors, interrogation également sur Thibaut Nice, qui était un petit peu déçu de son Tour de France. À voir s'il a réussi à surcompenser, si le Tour lui a fait du bien. Paul Magnier sur ce type de parcours. Moi, j'ai l'impression que Polo, il a plus travaillé son sprint plat et un enchaînement d'ascension. Comme ça peut être un petit peu compliqué pour lui, mais je peux me tromper. Florian Vermeersch, c'est une interrogation, mais ça peut le faire. Tim Wellens, bien évidemment. Morgado a l'air très très bien en ce moment. De toute façon, les UAE, ils sont toujours très très bien. Si MVDP se sent pas très très bien, il y a Tibor Del Grosso qui peut faire l'affaire. Mais moi, c'est surtout cette doublette. Je vais même rajouter la triplette, si vous voulez, sur ce type d'étape, la triplette Gianni Vermeersch, Tibor Del Grosso, Mathieu Van Der Poel. Pour moi, c'est assez redoutable avec le fameux Sullivan, Sylvain Dillier, pour un petit peu contrôler la course. Donc ce quatuor, pour moi, il est redoutable sur ce type d'étape. Donc Jasper Stuyven, je vous en avais parlé. Vacek, j'ai des interrogations, même si ça va l'air de ne pas aller trop mal. Les décathlons qui ont l'air en forme, on les a vus jouer des bonifs. Donc voilà, un petit peu pour mon petit tour. Donc récap du bet de ce 254e épisode du coup tordu. La victoire de Mathieu Van Der Poel, 0,15% de bankroll sur la 3e étape du Runaway Tour. Et un top 3 de Matej Moric, dont on attend les cotations. Restez connectés, voilà, restez dans le coin, vous allez avoir tous les épisodes de la Vuelta avec la Tib et Phoenix. Allez, à tout de suite les amis.